Bonjour tout le monde. Bonjour. On attend 5 minutes de toute manière pour voir si tout fonctionne. Ouais, on va demander au chat si tout le monde nous entend bien. Bonjour à toutes et à toutes. À N'hési- toutes et à tous, pardon. N'hésitez pas à voter sur le straw poll. 5 sur 5. Super, merci. Super, On entend tout. on entend tout. Parfait. Moi, Génial. je le redis juste, mais n'hésitez pas à aller sur le site du straw poll qu'a créé Alexis pour qu'on puisse savoir d'où vous venez sur ce stream, par où est-ce que vous êtes arrivé chez nous. Merci pour vos réponses tout le monde. On Et s'entend bien avec merci Bruno. d'être là. Merci d'être là malgré le fait que Mister MV et Antoine Daniel nous font de la concurrence déloyale. Ah, mais tu m'avais pas dit, attends, moi je vais annuler le stream et aller regarder leur. Écoute, on fera un raid sur leur stream après. On va envoyer la communauté. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous. Je regarde un peu si les résultats. Ah, il y a 28 personnes déjà qui ont voté. Donc une majorité de personnes qui viennent du MOOC, comme on le présentait. 7 personnes qui viennent parce qu'on leur a recommandé. Et on a 5 étudiants. Sur combien, Fanny? Fantastique. Combien d'inscrits? Sur 10. Ok, bon, ils vont peut-être arriver, hein. On va attendre peut-être. Je sais pas si on attend encore 2-3 minutes. Personne n'est là par Euh, hasard, mais sinon on peut y aller, hein. Moi je suis prêt, hein. Pas de soucis. Oui, ben, on va commencer tout doucement. Je vais faire une petite introduction. Il faut les inviter ici. Ah oui, Antoine Daniel et Mister MV. Ben, un jour peut-être, une fois que notre chaîne Twitch aura vraiment décollé et qu'on aura assez de fame et de street cred pour pouvoir les inviter. Donc ça dépend de vous, public. Ben oui, donc en guise d'introduction, ben merci d'abord d'être là. Vu les résultats du sondage, a priori, vous savez déjà qui on est, mais au cas où quelqu'un serait arrivé par hasard, nous sommes donc le Liège Game Lab, à savoir un laboratoire qui étudie le jeu vidéo comme objet culturel et artistique à l'Université de Liège. Et vous êtes ici parce qu'on a été sommé, évidemment, de déplacer nos cours en ligne à l'Université de Liège comme les autres universités d'ailleurs. Donc, pour notre cours d'histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo, on a décidé de tester ce dispositif qu'est le cours en ligne sur Twitch, vu que ça faisait sens par rapport à notre matière, vous en doutez. Je précise que l'objectif général de ce cours, c'est d'offrir en fait un panorama des études culturelles du jeu vidéo à des étudiants qui sont des étudiants de deuxième et troisième bachelier. Et le cours est organisé en parallèle avec que manifestement beaucoup d'entre vous connaissent, si j'en crois les résultats du sondage. Donc un MOOC, un cours en ligne ouvert et gratuit qui s'appelle Introduction à la culture vidéoludique et qui vulgarise en fait ce qu'on voit universitaire, si je puis dire. En tout cas, les deux sont construits en parallèle. Pierre-Yves donc montre la page d'inscription du MOOC sur la plateforme FunMOOC. Vous pouvez encore vous inscrire, je crois, jusqu'au 27 avril, si je ne me trompe pas. Donc, si vous vous ennuyez pendant votre confinement, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Alors, je réponds tout de suite à cette question. Donc, est-ce que le cours est unique ou sera amené à être présenté sur plusieurs semaines? Il y aura plusieurs séances de ce cours, donc a priori toujours au même horaire, le jeudi de à 18h30. Je n'ose pas directement annoncer toutes les séances à venir parce que ça dépend évidemment des contingences techniques, de la connexion des intervenants, du matériel qu'ils possèdent chez eux, etc. à cause du confinement. Mais je peux déjà confirmer que la semaine prochaine, il y aura une autre séance du cours qui sera donnée par Bruno Dupont sur les rapports entre littérature et jeux vidéo. D'ailleurs, je précise pour les étudiants qui nous regardent, mais je vous enverrai un mail de toute façon pour le répéter, qu'il y a un changement donc, de programme. La semaine prochaine, ce n'est pas le cours de Colin Cide, ce sera celui de Bruno Dupont
ce qui fait que vous devrez regarder la capsule du MOOC correspondante au cours de Bruno Dupont pour la semaine prochaine. Bruno viendra, super, c'est quand même mieux. Mais donc oui, voilà, je le répéterai de toute façon aux étudiants par mail qu'il y a ce petit changement de programme dû au fait que Colin Cidre, qui était censé donner le cours de la semaine prochaine, n'a pas chez lui tout le matériel nécessaire pour pouvoir streamer pour le moment. Donc voilà pour la mise en place de ce qu'on fait ici. Ah oui, dernière petite information peut-être, c'est que outre le cours, en fait, on essaie de lancer un peu notre chaîne Twitch au Liège Game Lab et que dans les circonstances actuelles, vu que c'est un peu propice à ce genre de choses, on va tester plusieurs formats. On avait déjà vendredi passé testé un stream analytique, Pierre-Yves et moi, donc vous pouvez regarder la diffusion si vous le souhaitez. Mais on va faire plusieurs autres live streams et à chaque fois on les annoncera sur notre compte Twitter à l'avance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre par là. Je vais donc bientôt laisser la parole à Pierre-Yves Hurel, qui va faire un donc sur le jeu vidéo amateur auquel il a consacré sa thèse de doctorat. Et je précise que le cours qu'il va donner aujourd'hui est conçu comme étant un prolongement de sa séance du donc, si vous n'êtes pas inscrit au MOOC, je vous invite à aller vous inscrire pour voir le complément. Étant donné le format, j'insiste que les étudiants, mais en fait tous les spectateurs, sont vraiment invités à poser des questions dans le chat au fur et à mesure. Et en tant que modératrice, je vais lister en fait toutes les questions que vous poserez et je les poserai. On fera régulièrement des pauses en fait dans la présentation de Pierre-Yves où je lui récapitulerai toutes les questions que vous avez posées. Donc n'hésitez vraiment pas à intervenir au fur et à mesure. L'idée de le faire sur Twitch, évidemment, c'est que ce soit un peu interactif et décontracté. Voilà, je pense que j'ai fait toutes les communications nécessaires. Donc, Pierre-Yves, je vais te laisser la parole. Je t'invisibilise alors. Oui, à tout à l'heure. Merci Fanny. Tac. N'oublie pas de couper le son de ton appel. Ah, ça c'est moi. Ça c'est toi. C'est bon. Merci Fanny, merci à tout le monde d'être là. Bon, c'est une première un peu particulière, hein, donc de devoir donner cours comme ça depuis chez soi. Donc j'espère que ce cours qui est conçu pour durer environ jusqu'à 18h30 fonctionnera sur le plan technique régulièrement. Il est très probable que je ne regarde pas le chat pour ne pas être trop perturbé si jamais il y a des questions, mais n'hésitez pas, hein, je le redis, comme Fanny l'a dit, à poser vos questions, elles seront lues, elles seront traitées, et puis lorsqu'on aura des moments de discussion, alors Fanny m'aidera à me concentrer peut-être sur l'une ou l'autre question particulière qui a été posée, sans que j'ai besoin de farfouiller dans les différents commentaires, donc vraiment n'hésitez pas. Fanny le disait, ce cours est conçu comme un prolongement du MOOC, donc je suis désolé pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Bon, les étudiants régulièrement inscrits au cours étaient de toute façon prévenus, mais ça veut dire donc que je vais aller très rapidement sur l'introduction générale et sur le fait de poser le sujet. Dans mon module sur le MOOC, je parle un peu notamment de l'histoire du jeu vidéo amateur, et puis d'autres domaines, notamment le jeu vidéo amateur mais créé en association, etc. Donc je vais vraiment aller très très rapidement sur différents éléments. Si jamais il y a vraiment des choses qui ne vous sont pas compréhensibles parce que vous n'avez pas suivi le MOOC, posez vos questions et puis on regardera ça pendant les moments dédiés. Je profite de cette petite introduction pour faire un petit rectificatif historique important à mes yeux concernant Mary-Kenneth Keller, qui est une personne que l'on peut considérer comme une des 3 inventrices du langage BASIC. Hein, donc il y a tout un passage sur le BASIC dans le MOOC où j'explique que le BASIC est le premier langage de programmation qui a été créé spécifiquement à destination
de non-spécialistes de la programmation au Dartmouth College en 64, et ayant consulté différentes sources historiques qui ne mentionnaient que Thomas Kurtz et John Kemeney, je n'avais cité que ces deux inventeurs, et puis heureusement l'année dernière, lors de la première édition du MOOC, une participante m'avait indiqué cet oubli, qui est en fait assez typique malheureusement de l'histoire du jeu vidéo, des différentes histoires du jeu vidéo, qui ont tendance à invisibiliser ou à minimiser le rôle des femmes dans ce secteur, comme dans d'autres malheureusement. Et donc je vous invite, donc du coup d'abord je répare cette erreur, je fais mon mea culpa, et je vous invite, si ce sujet vous intéresse, à vous renseigner sur Mary Kenneth Keller. Donc là, sur la droite de l'écran, vous voyez son portrait écrit et photo, qui vient en fait d'un article qui s'appelle Pioneering Women in Computer Science, donc les femmes pionnières dans les sciences informatiques, de Denise Gurer, qui date de 1995, et où on apprend notamment que Mary Kenneth Keller est donc une des personnes qui a travaillé sur le BASIC, mais qu'elle a aussi eu toute une carrière très impressionnante, où elle a fondé un département de sciences informatiques et où elle a étudié notamment les statistiques, l'intelligence artificielle, et voilà. Et qui est, bon, pour la petite anecdote, elle est aussi sœur catholique. Donc voilà. Et donc au-delà de ça, dans cet article, on discute de la place des femmes dans les pionniers des sciences informatiques. Et puis alors, l'article a aussi l'avantage de mettre quelques petits portraits de femmes pionnières en exergue, donc c'est très intéressant. Et ça vient réparer en partie certains oublis malheureux. Voilà, ça me semblait intéressant à discuter, puisque ça permet aussi d'aborder quelque chose qu'on a trop peu abordé dans le MOOC, à mon sens, c'est-à-dire cette question du genre. Peut-être qu'on continuera à travailler dessus, j'imagine. Je ne sais pas si ce sera dans le MOOC ou sous d'autres formats. Mais donc voilà. Ceci étant dit, donc aujourd'hui je vais vous parler d'éléments qui sont issus de mon travail doctoral. Qui a consisté en fait en une étude ethnographique principalement du jeu vidéo amateur. Et donc qui a deux grands résultats à mon sens. D'abord le fait que les amateurs envisagent la création comme un moyen de travailler leur goût pour le jeu vidéo, et le fait que la création puisse devenir en soi un jeu. Aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur le premier axe. Le deuxième sera consultable dans ma thèse avec toute une série d'autres choses. Ma thèse est déposée, elle devait être défendue début mai, mais j'ignore complètement au vu de la situation si si la date va pouvoir tenir, ou s'il faudra que ce soit repoussé. Mais en tout cas, une fois qu'elle sera défendue, je touche du bois, si tout se passe bien, elle sera disponible librement sur la plateforme Orbi. Par jeu vidéo amateur, je vais faire un micro rappel pour ceux qui n'auraient vraiment pas du tout suivi le MOOC. Par jeu vidéo amateur, j'entends en fait toutes les créations, toutes les pratiques de création de jeux vidéo hors circuits commerciaux, et qui généralement sur le terrain, dans la pratique, ne se présentent pas forcément sous le terme de jeu vidéo amateur, mais de manière assez dispersée, avec des termes assez différents. On peut résumer ça en plusieurs grands secteurs. Alors d'abord, historiquement, le BASIC me semble être vraiment la première grande pratique qui a eu des grands effets à partir des années 70, surtout aux États-Unis, puis jusque dans les années 80 en Europe, et qui continue d'avoir des échos encore jusqu'à aujourd'hui. Un langage spécifiquement pensé donc, pour des non-spécialistes, c'était une démarche lors de son invention dans les années 60 complètement inédite. C'était pensé d'abord pour les étudiants de la faculté des différentes facultés du Dartmouth College, et puis ça a complètement explosé en dehors de ça, et la micro-informatique et les ordinateurs personnels se sont complètement
ont permis en fait de faire sortir cette technique-là, et des milliers de personnes se sont mis à utiliser le BASIC pour créer toutes sortes de programmes, dont des jeux vidéo. D'autres langages de programmation, évidemment, ont pris le relais pour la suite. Il y a aussi tous les logiciels de création, les plus joueurs d'entre vous, ceux qui consultent peut-être le plus de jeux vidéo indépendants, connaissent sans doute les logos de Unity ou de Unreal Engine. Si vous avez eu 15 ans dans les années 2000, il y a de fortes chances que vous connaissiez RPG Maker, qui est un logiciel spécialisé dans la création de jeux de rôle à la japonaise, type Final Fantasy 6 ou 7. Si vous aimez bien les visual novels, c'est possible que vous connaissiez par exemple Ren'Py ou Twine, qui sont des logiciels qui sont dédiés à la création de ce type-là de jeu. Des logiciels de création, j'en parle avec Damien Djaouti dans le MOOC, il y en a plus de 500, donc je ne vais pas pouvoir tous les présenter, mais donc c'est vraiment un domaine foisonnant, intéressant, et il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a aussi donc le homebrew, qui est une pratique qui consiste à créer des jeux vidéo pour... je vais enlever mon casque, alors si jamais Fanny tu dois m'alerter d'un problème technique, tu parleras bien fort pour que j'entende à distance. Le homebrew, je le disais, qui est une pratique donc qui consiste à créer des jeux vidéo à destination de consoles propriétaires. Donc typiquement, si vous voulez créer un jeu vidéo sur Mega Drive, Super Nintendo, jusqu'aux machines récentes, normalement il vous faut disons un accord de la part du constructeur de la console. Les studios demandent un accord, un kit de développement. Souvent, ils ont toute une série d'indications sur comment créer des jeux sur cette console, etc. Et puis, il y a beaucoup en fait, d'amateurs, des développeurs homebrew. Homebrew, ça veut dire brasser maison. Ça vient des brasseries de bière, des microbrasseries de bière aux États-Unis. Le terme viendrait de là. Et donc, il y a plein de gens qui créent des jeux de manière relativement illégale et relativement tolérée, puisque ce sont souvent des jeux qui sont distribués à quelques dizaines d'exemplaires et qui ne sont pas vraiment faits à des fins commerciales. Je vous ai mis par exemple Alice Dreams Tournament en bas, qui est un jeu relativement récent qui a été publié sur la Dreamcast et qui est réalisé par une équipe française. Voilà, donc ça c'est le homebrew. Le ROM hack consiste... Alors je vais d'abord dire peut-être le modding, qui est la pratique qui consiste à modifier des jeux vidéo commerciaux qui sont sortis sur ordinateur et qui émergent notamment, enfin qui ont surtout été popularisés à partir de la sortie de Doom dans les années 90, au début des années 90, si je dis pas de bêtises, hein, je pense que c'est ça. Et les ROM hacks qui ont une logique un peu similaire, puisqu'il s'agit de modifier des jeux vidéo existants, sauf qu'il faut d'abord que ce soit des jeux qui ont été émulés sur ordinateur. Donc si certains d'entre vous ont déjà joué à des jeux comme à des jeux par exemple de Super Nintendo ou de Mega Drive sur votre ordinateur, c'est que vous avez le jeu qui a été émulé, qui a été adapté, on va dire. Ça produit un fichier qui s'appelle une ROM, et puis on le passe dans un émulateur pour y jouer. Et on peut aussi les modifier, donc ce sont des ROM hacks. Et enfin les éditeurs de niveau, donc je vous ai mis celui qui est devenu le plus célèbre, Mario Maker, qui trouve des échos historiques de Pinball Construction Set, que je vous ai mis au-dessus, hein, qui date... Pinball Construction Set, je pense que c'est dans les années 70 encore, donc c'est vraiment c'est fin des années 70. Donc il y a une longue histoire que je me retiens très fort de vous expliquer pour essayer de me tenir au chrono. Alors, on entre un peu plus dans le vif du sujet, simplement en se demandant pourquoi et comment en fait étudier ces différentes pratiques ensemble. J'ai fait ce choix pour deux raisons. On pourrait peut-être me dire mais le homebrew, le ROM hack, RPG Maker, ce sont des choses qui sont très différentes. Donc c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut étudier ensemble lorsque, comme moi, on essaye de comprendre les motivations, les processus par lesquels passent les amateurs, les plaisirs, les déplaisirs qu'ils vivent, etc. Les objectifs qu'ils se fixent, etc.
Et sans doute qu'il est vrai qu'il y a certaines spécificités techniques. Créer un jeu sur une Amiga ou créer un jeu sur Unity actuellement, ce sont deux activités qui peuvent à première vue paraître très différentes, et donc je comprends cette réticence qu'on peut m'opposer. Cependant, en fait, en réalité, quand on s'intéresse vraiment un peu plus en profondeur aux différentes pratiques et aux différents dispositifs techniques qui sont mis à disposition des amateurs, on se rend compte que sur le plan technique, les spécificités qui sont, disons, euh, réputées liées à certains domaines ne le sont pas tellement. Par exemple, le modding, je vous le disais, c'est vraiment, ça se définit comme le fait de modifier un jeu. En réalité, dans les années 2000, la plupart des jeux RPG Maker étaient distribués sous une forme modifiable par les autres pairs créateurs. Et certains en entretien m'expliquent aussi avoir ouvert d'autres jeux d'autres personnes, être allé récupérer une partie du code, l'avoir modifié à son tour. Donc ce processus-là de modifier, en fait, il se retrouve pas nécessairement que dans le modding ou dans le ROM hack. Et puis, par exemple, on pourrait dire aussi que les niveaux de difficulté des différents dispositifs sont différents. Hein. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple d'étudier Mario Maker, d'utiliser Mario Maker que Unity, par exemple, évidemment. Ceci dit, quand on met les choses en lien les unes avec les autres, on peut voir d'abord que dans tous les domaines, il y a des processus de facilitation. Par exemple, dans Unity, vous pouvez utiliser des scripts pour ne pas avoir à programmer vous-même. Vous pouvez acheter ou télécharger des scripts qui sont déjà faits. Et parfois, ça arrive à des amateurs d'utiliser des scripts qu'ils ne comprennent pas nécessairement eux-mêmes, par exemple. Ou au contraire, avoir des amateurs qui vont vraiment vouloir aller dans la profondeur du code et bien tout maîtriser eux-mêmes. Voilà, et donc finalement, on va avoir différents processus de facilitation, et ça on les retrouve dans les différents dispositifs, donc c'est intéressant justement de les prendre ensemble pour les regarder. On pourrait aussi parler de spécificités culturelles, hein. Je pense souvent au fait que par exemple le homebrew, qui consiste principalement à aller créer des jeux vidéo sur des anciennes consoles, est souvent associé dans les études qui se sont penchées sur la question à la question de la nostalgie. Ce serait une part de la motivation des personnes de créer des jeux par nostalgie. Je ne suis pas totalement convaincu par cet argument, notamment parce que j'ai parlé avec des développeurs homebrew qui font en fait des nouveaux jeux sur des anciennes consoles, donc pour eux c'est pas du tout une question de nostalgie. Et puis d'ailleurs, quand on utilise RPG Maker maintenant, il peut aussi y avoir de la nostalgie. Quand vous utilisez Mario Maker, si vous avez beaucoup joué à Mario dans les années 80, bah, il y a probablement aussi peut-être quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Donc je suis pas du tout convaincu que ce soit des éléments qui soient voilà, distincts. Par ailleurs, le fait de pouvoir prendre ces éléments ensemble, ça permet aussi d'étudier les passages d'une pratique à l'autre, puisque j'ai beaucoup d'informateurs qui ont commencé en faisant une pratique, puis une autre, par exemple un peu de modding, et puis ensuite du game maker, et puis ensuite du ROM hack, pourquoi pas, etc. Donc, pour étudier moi l'expérience de création du jeu vidéo amateur, j'ai mené une étude qualitative auprès de plus de 20 informateurs lors de longs entretiens compréhensifs qui duraient 1 à 2 heures. Et j'ai observé aussi en ligne une série de forums de création. J'ai moi-même créé des dizaines de prototypes, principalement sur un logiciel qui s'appelle Construct, qu'on va essayer de voir en fin de stream. Et puis, parallèlement, j'ai aussi animé des ateliers d'initiation dans le secteur associatif. Donc ça m'a donné d'autres points de comparaison. Les 20 informateurs que j'ai contactés, ils ont été recrutés en cherchant des personnes qui avaient une longue expérience de création, donc plusieurs années, hein, généralement autour de 10 ou 15 années de création derrière eux, et qui donc pratiquaient, je le disais, en dehors des circuits commerciaux, peu importe qu'ils veuillent devenir professionnels ou non. Et donc j'ai pu observer, comme dans la plupart en fait, des études sur les amateurs, dans d'autres domaines comme le cinéma, la musique,
ou le sport amateur, deux grandes motivations chez les informateurs, à savoir possiblement le fait de vouloir devenir professionnel, et deuxièmement, pouvoir prendre du plaisir par la création, c'est-à-dire vraiment juste en disant non, non, moi je fais juste ça pour me faire plaisir, etc. Ce sont deux motivations qui peuvent en fait se cumuler. Hein, c'est pas parce qu'on veut devenir professionnel qu'on veut pas prendre de plaisir en créant, et ainsi de suite. Mais personnellement, bon, la question du devenir professionnel a pris une place moins importante dans mon étude, notamment parce qu'elle n'était pas présente chez tout le monde. Il y a vraiment des gens qui créent des jeux vidéo depuis parfois 12, 13, 14 ans tout seuls, sans avoir l'envie de gagner de l'argent ou d'être embauché dans un studio ou quoi que ce soit de ce style. Et puis tous mes informateurs en fait m'ont parlé de leur attachement aux jeux vidéo, à la passion, au plaisir éprouvé pendant l'acte de jouer et celui de créer. C'est pourquoi j'approche mes informateurs non pas en tant qu'amateurs au sens de non professionnels, mais au sens d'amateurs qui aiment, qui agissent par goût et par passion. Et en ce sens, la question du passage qui m'intéresse n'est pas celle d'amateur à professionnel, mais de joueur à créateur. Je vous propose pour ça de lire une citation d'entretien de la part de Baptiste qui me dit « Et du coup », donc il me raconte comment est-ce qu'il s'est mis à créer, « Et du coup, un ami avait découvert RPG Maker, et donc il m'avait offert sur un CD un jeu qu'il avait fait, sans me dire que c'est lui qui l'avait fait, donc c'était super cool, parce qu'à la fin du jeu, il y avait « Bon anniversaire Baptiste », c'était super génial, et du coup, il m'avait offert RPG Maker. C'était ça le vrai cadeau en fait. On se faisait des jeux comme on se faisait avant en Lego, mais avec RPG Maker. On a commencé à arrêter de jouer au Lego, ça c'était avant, et RPG Maker a un peu remplacé le truc. Et c'est quelque chose là qui vient un peu régulièrement dans mes entretiens, hein. Quand je demande qu'est-ce qui t'a amené à créer des jeux, mes informateurs, les créateurs, me disent d'abord, au début, je jouais aux jeux vidéo, puis j'adorais ça, et puis quelque chose s'est passé. Par exemple, étant petit, Baptiste avait le fantasme de créer des jeux vidéo, il simulait des jeux vidéo en jouant au Lego avec un de ses amis, jusqu'au jour où son ami lui a offert RPG Maker. Et donc voilà, mes informateurs expliquent que leur pratique de création, d'abord depuis un ancrage prioritaire dans le plaisir de jouer, et surtout ce qui me semble le plus important, c'est que la création est pour eux une forme de prolongement du jeu. Ils expérimentent en créant des plaisirs qui s'apparentent à ceux du jeu. Par exemple, Lucien explique que lorsqu'il utilise RPG Maker, il éprouve des plaisirs similaires à ceux éprouvés en situation de jeu, donc je vous ai mis aussi la citation. Par exemple, en paramétrant des statistiques d'équipement, donc il utilise RPG Maker, en paramétrant des statistiques d'équipement, en cachant des coffres dans les décors, je ressens un plaisir fort similaire à celui de découvrir des équipements et des coffres cachés dans un RPG. Là, on a vraiment une citation qui a été une vraie clé de compréhension pour moi, puisque je me suis rendu compte que lorsqu'ils passent de joueurs à créateurs, les amateurs ont une activité qui change, mais le plaisir reste. Donc, c'est pourquoi je propose d'envisager la création comme un moyen de travailler son goût, comme dirait Antoine Aignon, comme en fait un régime de dégustation particulier. Jouer et créer sont envisagés ici comme deux activités qui permettent toutes deux de déguster le jeu. Quand je parle du goût, c'est donc d'un goût en acte et de l'action de goûter. Vous avez sans doute l'image du grand amateur de vin qui a un rituel particulier, qui a son verre de vin et puis qui fait toutes sortes de choses pour... qui fait tourner son vin, qui met son nez d'une certaine manière, etc. De manière à se faire sentir tous les arômes du vin, à réussir à percevoir tous les arômes du vin et à ressentir du coup le plaisir qu'il espère. Et là, l'idée aussi, c'est que
les joueurs, les amateurs, les créateurs goûtent aussi le jeu vidéo en réalisant des séries d'opérations particulières, en se faisant sentir le jeu vidéo et en passant par différents procédés. Avant d'aller plus loin, je propose peut-être de regarder s'il y a des questions. Je sais pas si Fanny, tu peux m'aiguiller. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore eu de question qui a été posée dans le chat. D'accord. Donc, j'en profite pour répéter que vous ne devez pas hésiter à poser des questions ou même faire des commentaires, hein. Donc, si vous trouvez, si vous voulez partager un exemple, par exemple, ou si ce que dit Pierre-Yves résonne avec votre manière de concevoir le jeu vidéo ou la création, euh, voilà, n'hésitez pas à intervenir dans le chat de manière complètement libre et décontractée. Euh, Moi, j'ai peut-être une question à te poser Ouais. sur ce que tu viens, surtout sur toute cette introduction. Est-ce que, du coup, ce que tu as développé pour ta thèse, ça permet de tisser des liens aussi entre le, la création amateur de jeux vidéo et d'autres pratiques amateurs, finalement? Notamment, est-ce que tu penses que c'est similaire, finalement, le passage de la consommation à la création dans d'autres pratiques culturelles? Moi, vu que je me suis intéressée au fanfiction, je pense évidemment à ça, par exemple. Ouais. Donc, le fait que quelqu'un qui est très fan d'une série télé peut souhaiter, peut s'investir tellement dans son amour pour cette série télé qu'il ou elle peut commencer à écrire des histoires originales dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a des points communs entre ce que tu viens de décrire et d'autres pratiques amateurs, d'autres pratiques culturelles amateurs, Ouais. et à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a des spécificités de la création de jeux vidéo? Alors, les spécificités du jeu vidéo, elles vont arriver dans la suite de la présentation, je pense. C'est-à-dire que elles viennent, à mon avis, principalement du fait qu'on est sur le fait de créer un jeu et sur le fait d'utiliser l'informatique. Donc ça amène différents types de questions sur qu'est-ce qu'on fait pour créer du jeu. C'est pas tout à fait la même chose de créer du jeu et de la photographie ou de la musique. Y a une matérialité du média qui est particulière, il y a des actes posés qui sont... On ressent pas la même chose quand on joue et quand on regarde une photo, par exemple. Donc des particularités, je pense qu'il y en a, ça c'est sûr. Des points communs aussi, je pense qu'il y en a. Pour l'instant, j'ai plus réfléchi en fait au fait que ce que j'ai développé dans ma thèse me semble assez facile à... On peut faire des parallèles assez rapidement avec d'autres domaines dans lesquels il y a des outils, des dispositifs de simplification. Notamment, je pense au fait que... on oublie par exemple que l'application photographie sur un smartphone, c'est une application c'est un dispositif qui simplifie la photographie dans ce qu'elle avait de plus complexe en termes de mise au point, de régler je sais pas moi, la vitesse d'obturation, etc. Donc, évidemment, on ne peut pas faire exactement la même chose qu'avec un appareil argentique, précis, haut de gamme, etc. Tout comme on ne peut pas faire la même chose avec Mario Maker et avec Unity. Mais il me semble que voilà, il y a plein de choses de ce type-là. Puis là, en ce moment, comme tu le sais, Fanny, je suis en train de développer un jeu dans lequel je prends des photos et puis je les transforme en dessin. C'est l'application Comica sur Android. Et on en discutait avec Pierre-Yves Voulmont du laboratoire sur le fait que c'était exactement le RPG Maker ou le Construct du dessin. Parce que ça nous permet en fait de faire des bandes dessinées sans avoir aucune compétence en dessin, en passant par de la simplification, de l'utilisation simplifiée de photos et le fait de passer ça là-dedans. Donc ça, je pense qu'en tout cas, il y a plein de choses à voir en parallèle. Après, je suis pas tout à fait sûr d'avoir assez de recul sur ça pour l'instant. Qu'est-ce que j'allais dire en plus? Et oui, non, j'allais dire sur les praticiens des autres domaines,
je peux faire des hypothèses, mais je suis un peu mal à l'aise parce que je travaille sur base d'entretien, et donc là il faudrait en fait faire des enquêtes sur d'autres domaines, quoi, pour élargir ça. Mhm. Après, par exemple, il y a un texte d'Antoine Aignan sur les amateurs de vin qui explique que certains ont comme stratégie de créer leur propre vin. Hein, je t'en avais déjà parlé, je pense, et donc ça me semble être une... Voilà. Après, évidemment, tous les amateurs de vin ne créent pas leur propre vin. Tous les amateurs de jeux vidéo ne veulent pas créer le jeu vidéo. Il y a plein de manières différentes d'apprendre à aimer, à se faire sentir le plaisir pour un domaine particulier. Mais peut-être qu'on peut retrouver probablement des... En tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens qui font du film parce qu'ils aiment le film, etc. etc. quoi. Mhm. Alors, il y a une question, visiblement. Ouais, il y a une question de Sattel Laser qui va permettre peut-être de préciser un peu ce que tu as dit sur la différence entre professionnel et amateur finalement. Ouais. Puisque il ou elle demande est-ce qu'on peut toujours parler de jeux vidéo amateur à partir du moment où un jeu est commercialisé et qu'il rencontre un grand succès, ce qui le Pardon. propulse au même niveau sur le marché que les jeux professionnels? Ou alors est-ce que le jeu vidéo amateur est totalement en dehors du circuit dans une logique de l'art pour l'art? Ouais. Bon, en fait, la question est très intelligemment formulée, puisque en réalité, traditionnellement, pour définir le terme amateur, en fait, il y a deux traditions. Il y a une tradition qui va essayer de chercher à définir le périmètre de l'amateurisme depuis des données, on va dire, sociographiques. Par exemple, est-ce que les gens touchent de l'argent? Est-ce qu'ils en vivent? À partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'ils en vivent? Et alors, les gens qui n'en vivent pas sont des amateurs, les gens qui en vivent sont des professionnels. Euh, et donc ça, c'est un peu la première façon de définir amateur, qui rencontre toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des amateurs qui gagnent pas leur vie, mais qui sont ouverts aux dons. Il y en a d'autres qui font un Patreon, mais les jeux sont distribués librement. Donc, ça va être une définition qui va plutôt être un continuum, ça va être toujours plus ou moins à ce moment-là. Bon, c'est une approche qui se vaut, qui peut être intéressant, et puis en fait c'est mon approche de départ, c'est-à-dire de se dire au début je vais interroger des gens qui sont en dehors des circuits commerciaux. Euh, Ensuite, il y a une deuxième approche qui est plutôt d'entendre les amateurs comme des personnes qui sont en train d'essayer de se faire sentir le plaisir, la dégustation, etc. Donc plutôt la deuxième partie de la question. Alors évidemment, si on... Et donc à ce moment-là, en fait, là, mais bon, j'arrive directement à la conclusion de ma thèse, hein, mais bon, la conclusion de ma thèse, c'est plutôt que du coup, plutôt que de dire il y a des amateurs et des professionnels, moi, ce qui me semble plus intéressant, en tout cas, enfin, c'est plutôt ce que moi j'ai fait, mais après, les deux approches se valent, encore une fois. Moi, ce que j'ai fait, c'est plutôt essayer de d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le processus amateurisme, c'est-à-dire, en fait, créer par passion, par plaisir, etc. Et ce processus amateurisme, il peut, à mon avis, se développer très facilement dans les sphères amateurs au sens sociographique du terme, parce qu'en fait, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de game design document, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'études de marché, etc. Et il peut, à mon avis, très difficilement se déployer dans, on va dire, le modèle vraiment très industriel du jeu vidéo. Si vous faites des épées à la chaîne chez Ubisoft, et si vous dessinez des épées à la chaîne toute la journée, vous avez vraiment intérêt à aimer dessiner des épées pour vraiment prendre du plaisir et vous faire sentir le plaisir de dessiner des épées, si ça fait un an que vous faites ça. Entre deux, il y a probablement plein de variations, notamment je pense que les indépendants, parce que ils sont prêts à peut-être créer un jeu sans faire une étude de marché, ou parce qu'ils font passer leur plaisir d'abord, et parce qu'ils arrivent à négocier entre plusieurs types de contraintes, arrivent à développer leur manière de prendre du plaisir, même si au final ils espèrent quand même pouvoir en vivre, et ainsi de suite. Voilà, c'est une réponse très longue.
Mais merci, non, je pense que c'était pas mal De préciser. parce que ça t'a permis de développer. Ouais. Non, c'était une bonne question. Avec... Ah, il y a un partage d'expérience de Arteunos qui dit que pour sa part, il y a quelques années, il jouait beaucoup à Minecraft et le fait d'élaborer son serveur, ses mini-jeux, ses packs de textures, etc., l'a vraiment passionné. Il ou elle voulait aller plus loin en créant son propre jeu et il est encore jeune, mais fait des petits projets de jeux sous Unity, mais seul c'est long et ça l'empêche de concevoir des Ouais. projets. Et Yenafrum, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, fait le parallèle avec la cuisine. Si on aime manger, alors on crée ses propres plats pour retrouver le goût des choses qu'on aime. C'est vrai que c'est un chouette parallèle. Et j'y pense tous les jours quand je cuisine, et c'est même pas une blague. Il y a aussi toute la question de la recette et le fait de créer ses propres recettes, etc. Bon, mais je vais, je vais pas aller plus loin là-dedans. Mais c'est vrai que, oui, je comprends très bien C'est intéressant aussi euh, allez, le retour sur Minecraft est très intéressant. Ça montre aussi la continuité qu'il y a justement, comme je le disais en début, entre des jeux créatifs et des éditeurs de jeux. Voilà. Moi, ça a été pour comprendre le fonctionnement, passage avec Unity. Ouais. Ok. Super, merci pour toutes ces réactions, c'est interactif. Mais oui. Par contre, je vais exploser le chrono. Hein. Oui, bah, tu reprends peut-être le cours de ta présentation, mais si vous voulez encore écrire et commenter, n'hésitez pas et je ferai une petite synthèse à la prochaine pause. Je réponds peut-être juste une dernière chose. Utiliser des moteurs graphiques propriétaires comme Unity, est-ce qu'on peut remettre en question l'indépendance? Bon, ça c'est peut-être moins mon sujet. Je suis assez d'accord que quand on parle indépendant, en fait la vague indépendant, c'est des développeurs qui sont indépendants d'un éditeur, au sens d'un éditeur d'une entreprise privée qui va éditer le jeu pour vous. Mais on peut très bien remettre cette définition en question complètement. Voilà, allez, j'y retourne. Oui, Parce qu'en fait, j'ai préparé beaucoup d'autres choses à vous dire, mais à mon avis, j'ai peut-être trop préparé. On va voir. Hein. On va voir ce qui se passe. Je me suis à nouveau coupé du chat pour me reconcentrer. Et Fanny a coupé donc son micro et je vais y retourner. Bon, alors là j'entre vraiment dans la partie peut-être la plus... je vais entrer dans la partie peut-être la partie la plus théorique, dans laquelle il faut peut-être s'accrocher le plus. Et la plus longue en fait. Donc les prochaines questions seront dans un certain temps. Je m'en excuse, mais j'ai retourné la question dans tous les sens et en réalité je voyais pas bien comment vous exposer ça sans prendre à mon avis 15 minutes quoi. Hein. Voilà. Alors, on disait les créateurs ils agissent par goût, donc on le disait, mais ça va répondre à une question de Fanny. On peut donc se demander quelle est la spécificité et du fait d'aimer les jeux vidéo, mais aussi d'aimer les jeux vidéo par la création. Pour m'aider dans cette quête de recherche, je suis allé puiser et m'aider du concept en fait de prise, qui est le produit d'une étude de la sociologie pragmatique de Bessy et Château-Renaud et qui a été repris ensuite par Aignon. Alors, Bessy et Château-Renaud, je vais faire un petit détour et puis après j'y reviens, hein, promis. Bessy et Château-Renaud, dans un livre qui est sorti en 1995, mais il y a une deuxième édition plus récente si jamais ça vous intéresse. C'est un livre qui s'appelle Expert et faussaire, puis il y a un sous-titre qui m'échappe à l'instant. Mais peut-être si quelqu'un peut aller, peut-être si Alexis tu veux bien mettre si tu trouves le lien en ligne vers le bouquin, ça peut être intéressant. Alors, donc c'est des personnes en fait, donc Bessier et Château-Renaud, ce sont des sociologues et qui ont essayé de
d'étudier les experts et les faussaires. Donc les gens qui sont experts d'objets, qui arrivent à avoir des expertises sur les objets, et qui sont aussi des faussaires, certains autres qui sont des faussaires, qui donc essayent de réaliser des faux. Je m'excuse. Alors, une prise chez Bessy et Château-Renaud, c'est, je cite, ce qui permet de maintenir la relation entre les repères et les plis. Alors, les repères, le repère, ça désigne en fait la convention sociale qui peut servir d'appui au jugement. Alors, ça veut dire quoi? Je vais le dire après, ça veut dire quoi? Le pli, ça désigne ce qui émerge du corps à corps avec l'objet, et ça demande à ce qu'il y ait une expérience sensorielle avec l'objet, de manière à devenir capable de, disent-ils, plier son corps pour accéder au pli de l'objet. Bessy et Château-Renaud, ils prennent comme exemple le cas, à mon avis le cas le plus parlant dans leur étude, c'est le cas de la palpation d'un billet de banque. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, puisque on a tous, je crois, été amenés à un moment donné à se poser la question de l'authenticité d'un billet de banque qu'on pouvait avoir entre les doigts. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'authentifier un billet de banque sous les doigts? D'abord, on a des repères qui peuvent guider à authentifier l'objet, c'est-à-dire que on va essayer de reconnaître la couleur, la taille. Donc ça, c'est des conventions sociales, on les connaît, voilà. Et de plus, en palpant le billet, on a un corps à corps qui se met en place, qui cherche à déceler une sensation qu'on espère, qu'on essaye de comparer avec la sensation habituelle qu'on a quand on palpe des billets qu'on suppose vrais, en fait. Et donc, c'est une activité là qui vient essayer de guider le jugement quant à l'authenticité de l'objet. Dans le cas du jeu vidéo, les repères peuvent m'aider à repérer, par exemple, des jeux de telle époque, de tel genre, etc. Hein, par exemple, si je vois quelque chose qui est fait, si je vois un jeu, bon, si je connais très bien les scènes RPG Maker, je vais reconnaître rapidement un jeu RPG Maker. Sinon, si je vois un jeu 16 bits, je sais qu'a priori, soit il est sorti à l'époque 16 bits, soit c'est un jeu nouveau mais qui reprend les codes. Je vais reconnaître assez rapidement aussi le genre de jeu auquel j'ai affaire. Est-ce que c'est un puzzle game, une visual novel, un FPS, etc. D'abord, ça, j'ai pas besoin d'y jouer pour le voir assez rapidement. Et puis, en jouant, je vais saisir l'objet et je vais pouvoir repérer si l'objet, en fait, possède des caractéristiques spéciales. Et je vais pouvoir repérer des plis, qui sont soit des plis que je connais déjà, hein, par exemple, pour prendre un exemple que Fanny prend régulièrement, mais les jeux qui sont des FPS qui tournent dans le moteur source, hein, si je dis pas de bêtises, on ressent une même physique du jeu. Voilà. Ou si je prends peut-être un exemple plus simple, si je prends par exemple un jeu de plateforme, je vais repérer par la manipulation de mon personnage que le personnage saute plus ou moins comme je reconnais la sensation du saut. Est-ce que ce saut ressemble à celui de Mario, de Sonic, de Rayman ou d'autres personnages? Ou alors au contraire, est-ce que le saut là qui m'est proposé est complètement inédit dans mon expérience et dans mon corps? Alors, évidemment, dans le cas de l'amateur, la recherche de prise, elle est guidée non pas par une quête d'authentification de l'objet. J'essaye pas de chercher à savoir si le jeu, ou le vin, ou le film, ou la musique que je consulte est vrai, mais j'essaye de développer une prise qui est mise au service de mon goût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver des manières de prendre les objets
où les repères et les plis se rejoignent et où ces repères et ces plis pris ensemble sont satisfaisants pour moi. C'est-à-dire que grâce à l'identification des repères et des plis, je vais réussir à identifier qu'est-ce qui fait que dans un jeu, je prends du plaisir, pourquoi est-ce que dans ce jeu-là, je prends du plaisir, et pourquoi dans tel jeu-là, qui est similaire, mais un peu différent, pourquoi est-ce que dans celui-là, je prends pas de plaisir. C'est ce qu'on appellerait développer un savoir prendre l'objet. Non seulement il faut identifier un objet qui suscite un goût et qui vient stimuler un goût particulier chez moi, mais aussi une manière de prendre l'objet qui fait que je l'apprécie. Une manière de jouer, une manière d'envisager le jeu, une manière de progresser dans l'espace que le jeu m'offre, etc. Qui fait que certaines fois, ça va provoquer du plaisir, et certaines fois, pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'on appellera développer un savoir prendre l'objet. Voilà, ça c'est pour cette question-là. Et pour revenir au créateur, quand un amateur quitte le jeu pour ouvrir son logiciel de création, l'amateur continue, par d'autres moyens, de développer son savoir prendre le jeu. C'est-à-dire qu'en situation de jeu, il va avoir développé des prises pour certains jeux, pour asseoir son goût, pour identifier qu'est-ce qu'il aime, pour identifier ce qu'il aime et pour identifier comment il aime jouer à tel jeu. Mais quand il quitte sa session de jeu pour ouvrir RPG Maker, Unity, etc., il va continuer, mais par d'autres moyens, par une autre interface, à développer son savoir-prendre pour le jeu. Et c'est, à mon avis, comme ça qu'on peut comprendre la continuité du passage dont je vous parlais entre jeu et création. Dès lors, on pourrait distinguer, à mon sens, plusieurs types de prises chez les créateurs amateurs. J'en ai distingué de plusieurs niveaux dans ma thèse, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur une qui me semble la plus centrale et qui vient en fait vraiment des entretiens et d'une observation faite donc sur le terrain. Il m'est apparu que mes informateurs s'attachent généralement à des petits éléments de jeux vidéo. Ils prennent plaisir, par exemple, on le montrait tout à l'heure dans la citation, à placer un coffre dans un donjon ou à trouver un coffre dans un donjon, mais aussi par exemple à reproduire un système de grappin dans un jeu de plateforme, ou à définir les déplacements et le fonctionnement de tel ennemi, etc. Bien toussé dans son coude. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai retrouvé et dans les entretiens et dans les ateliers de création que j'ai menés en situation dans des associations, qui est qu'en fait, quand vous initiez quelqu'un, par exemple à Construct, un logiciel de création, la plupart du temps, il va pas tout de suite partir dans je voudrais faire un jeu de puis avec un grand projet général, mais plutôt tiens je voudrais passer d'un niveau à l'autre, tiens je voudrais une porte qui mène ailleurs, tiens je voudrais que mon personnage il envoie des balles, il puisse tirer sur quelqu'un, je voudrais pouvoir récupérer un champignon et que mon personnage il grandisse comme dans Mario. Donc des tout petits éléments comme ça. Et en fait, pour travailler sur cette notion-là, j'ai voulu approfondir cette question des petits éléments. Et donc j'ai étudié un cas pratique qui est issu d'un fangame et d'une série de fangames qui s'appelle The Legend of Zelda Mystery of Solarus. Ce sont des Français qui font ça, dont le coordinateur général et l'initiateur du premier jeu s'appelle Christopho. La communauté en ligne s'appelle Mystery of Solarus, Zelda Solarus ça s'appelle. Si vous mettez Zelda Solarus, vous pourrez trouver leur forum. Bon, je vais en parler longuement, hein. Restez encore un peu là.
Et donc un de mes informateurs, Christopho, a créé donc une série de fangames. Il a eu une trajectoire qui est en fait très riche. Une trajectoire très riche, puisqu'elle a d'abord été fan de Zelda avant de créer des fangames de la franchise. Il les a notamment créés sur papier. Il a ensuite créé un premier jeu sur RPG Maker. Puis des années plus tard, il a reproduit son jeu mais en le programmant en C++. Puis il s'est engagé dans la réalisation d'un logiciel de création de Zelda-like qui s'appelle Solarus Engine. Et donc il a développé évidemment une connaissance très fine des différents éléments qui composent l'univers de Zelda, puisque à force de reproduire à travers plusieurs manipulations successives les éléments de Zelda, il a dû se poser toute une série de questions. Et voilà. Alors pour ma part, je me suis concentré sur un élément emblématique de son jeu. En fait, on a réalisé ensemble un entretien spécifiquement sur les usages d'un élément emblématique de son jeu, à savoir le bloc à pousser. On parle des Zelda 2D, hein. Je vais pas, pour simplifier la question aujourd'hui, je parle uniquement des Zelda en 2D. Alors là, c'est chouette parce qu'on va pouvoir montrer des belles images. D'abord, le bloc à pousser dans les jeux officiels Zelda, il est apparu dans le premier Zelda sur NES. Ces usages sont assez limités, hein. Les mécaniques sont assez simples, c'est-à-dire que en général, il y a un bloc ou plusieurs blocs à l'écran. Un bloc peut être poussé, les autres ne peuvent pas être poussés. Généralement, réussir à pousser un bloc permet, soit comme à gauche et au-dessus, d'ouvrir une porte, soit comme en bas à droite, est-ce qu'on voit là dans le coin là, ici, de révéler la présence d'une trappe secrète. Il y a aussi ce pattern qui revient très régulièrement, c'est-à-dire un espèce de losange de blocs, où il y en a un qui peut être poussé, et où là, la trappe, l'escalier vers le bas est visible déjà depuis le niveau. Donc en fait, on se doute qu'il faut pouvoir pousser sur un des blocs, pour se faire un passage. Et il y a cette variation, je pense, qui est unique, qui est dans le level 9, où, alors qu'il y a ce grand C à l'écran en bloc, qui apparaît plusieurs fois dans les précédents donjons, cette fois-ci, il y a le bloc du milieu de la rangée de droite qui peut être poussé pour, encore une fois, rendre visible une trappe en haut à droite. Sur Super NES, ça commence à se complexifier. Les 4 premières occurrences représentent d'ailleurs à ce titre bien ce qu'on appelle souvent l'école Nintendo, donc vraiment le fait de prendre le joueur par la main pour lui apprendre à manipuler des éléments et à saisir ce qui va se passer. Donc en fait, dans l'ordre, ça fait de gauche à droite et de haut en bas, 1, 2, 3, 4. Donc la première, en fait, c'est pas un vrai bloc, c'est un élément du décor qu'on peut pousser, mais ça nous est dit dans une cinématique qu'on va pouvoir pousser cet élément, donc on peut s'y attendre ensuite. Deuxième élément, en haut à droite, il y a une porte, il y a un escalier qui est visible et on peut pousser un bloc pour y accéder. Troisième élément, il y a des coffres dont l'accès peut être libéré en poussant des blocs. Oui, c'est bien ce que je dis. Et quatrième élément, on a une vraie première énigme importante, puisqu'il y a 2 blocs à pousser sur les 8 qui sont présents à l'écran pour réussir à ouvrir la porte. Donc voilà. On a aussi quelques labyrinthes bonus qui apparaissent, donc en fait, qui sont simplement plein de blocs à pousser pour réussir à délivrer l'accès à un coffre. Il faut aussi mentionner le fait que certaines situations permettent en fait de problématiser l'accès, le passage. En fait, simplement, il suffit de pousser un bloc pour pouvoir accéder au passage. Alors, j'aime beaucoup la variation de gauche parce qu'en fait, vous arrivez depuis le bas
et vous avez une croix en bloc, donc vous devez pousser ici le bloc et vous pouvez accéder à la porte de gauche ou à la porte de droite, mais pas à la porte d'au-dessus. Vous allez aller genre à gauche, vous faites votre niveau, vous revenez, et à nouveau ça pousse le bloc là, donc vous pouvez aller à gauche, etc. etc. Donc c'est une manière un peu de scénariser l'accès à différents éléments. Je vais un peu vite là-dessus. Il y a quelques blocs qu'on peut faire changer d'étage. Il y a aussi des associations intéressantes, c'est-à-dire certains blocs, quand on les pousse, vont révéler un coffre, où on va pouvoir mettre un coffre sur un interrupteur pour qu'une porte reste ouverte. Donc ça vient un peu problématiser la chose. Et ce qu'il faut préciser, c'est que la plupart des blocs visibles dans Zelda ne sont pas sont inamovibles, quoi, ne peuvent pas être bougés. Et donc là, il y a une incertitude constante sur est-ce qu'un bloc peut être poussé ou pas. Donc par exemple, dans cette pièce-là, si vous poussez tous les blocs, il se passe rien. Alors, dans Zelda Solarus, on va avoir différents éléments. On va avoir différents éléments. D'abord, il faut dire que Christopho, quand il a réalisé ses blocs à pousser, il a tenu à respecter les caractéristiques définitoires du bloc à pousser selon les usages de A Link to the Past sur Super Nintendo. Et donc, le respect de toutes ces normes témoigne d'un travail important d'analyse de Christopho, puisqu'il a notamment été capable d'analyser et de reproduire des possibilités d'interaction qui ont été vécues en tant que joueur de A Link to the Past, et il a disséqué de manière très fine ce qui se passe quand on pousse un bloc, de manière à pouvoir reprogrammer non seulement la fonction générale, mais aussi reproduire très fidèlement le mécanisme et, me dit-il, essayer de reproduire le feeling originel. Et ce souci du détail, il est généralisable à l'ensemble du jeu. Bon, là, je vous parle que des blocs à pousser. Un exemple qui est très intéressant, c'est que par exemple Christopho me dit que lorsqu'il pousse un bloc, qu'il se souvient, en entretien il m'explique qu'il se souvient du moment où il a essayé de deviner le petit laps de temps qui existe dans les jeux officiels Nintendo entre le moment où vous appuyez pour pousser le bloc et le moment où le bloc commence à bouger. Il y a un petit laps de temps qui existe où le bloc ne bouge pas encore mais il va bouger. Ce qui donne aussi cette sensation de pousser réellement le bloc. Et en fait, donc il a essayé de chronométrer et de deviner ce délai pour le reproduire et reproduire le feeling en question. Alors, de plus, ce qui est intéressant, c'est que Christopho utilise les blocs de manière assez classique dans toute une série de fois, c'est-à-dire vraiment selon les usages qu'on vient de voir sur Super Nintendo. Mais aussi, il va jouer sur les horizons d'attente à plusieurs égards. Par exemple, alors j'ai pas expliqué, mais un bloc, dans sa définition canonique, quand il peut être poussé, il ne peut être poussé que d'une tuile. Et là, à droite, évidemment, le bloc ne peut être poussé qu'une seule fois, et donc en fait, il est impossible d'arriver jusqu'au bouton poussoir. Donc c'est une bonne manière de parodier et de troller, en fait, me dit-il, le joueur. Et dans la version à gauche, en fait, il joue sur la possibilité de rejoindre le coffre. Et en fait, il y a une demi-tuile, donc le personnage ne va pas pouvoir arriver jusqu'au coffre. Alors en dehors de Mystery Solarus DX, il y a aussi Mystery Solarus XD, dans lequel il va parodier les usages de blocs trop conséquents, par exemple dans ce niveau où il faut pousser je sais pas combien de blocs pour arriver à la suite et en fait un peu ennuyer le personnage, le joueur. Dans Mystery of Solarus DX, donc le jeu principal hein, de Christopho, il y a aussi un palais des souvenirs qui est vraiment incroyable à analyser pour moi, puisque on voit dans les deux niveaux à gauche une reprise et un hommage très clair au level 1
de Zelda sur NES, du premier. C'est très visible ici, puisqu'on a vraiment les mêmes constitutions de... On n'a pas le même nombre de tuiles au sol, mais sinon c'est vraiment très identique, très similaire. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que il va produire des nouvelles associations, comme ici, avec un élément qu'il appelle des tapis roulants, donc c'est les flèches, qui poussent le personnage dans différentes directions, qui est en fait un élément qui existe déjà, si je ne me trompe pas, dans Super NES dans Zelda sur Super NES, mais qui va vraiment utiliser dans une optique très différente. Puisque dans ce dernier cas, il va falloir... alors d'ailleurs, autre variation, le bloc dans ces scènes ici, dans les scènes en tout cas du haut, va pouvoir être poussé plusieurs fois et non pas une seule fois. Et en fait, donc là en fait il vient casser la règle du bloc qui doit être poussé une seule fois. Ou 0 fois. Alors, c'est ça qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est que en fait, quand on en parle ensemble, il m'explique qu'en fait, il y a plusieurs motivations qui expliquent ces scènes-là. D'abord, il y a l'envie de complexifier les énigmes de Zelda, qui paraissent très faciles pour les joueurs chevronnés de Zelda, et qui vont cette fois-ci donc être un peu plus complexifiées, voilà. Mais une deuxième motivation, et c'est un peu le twist de ce cours, c'est que ce plot twist, c'est que en fait, il a envie de reproduire des sensations de jeu qui viennent pas du tout de Zelda, à bien y réfléchir, mais de Sokoban, en fait de Boxel, qui est le jeu à gauche, qui est un espèce de clone sur Game Boy du jeu Sokoban qui se trouve à droite. Sokoban qui est un jeu où il s'agit avant tout de pousser des blocs et de les mettre à l'endroit prévu. Hein. Donc ici vous avez cette boîte et vous devez mettre les 4 boîtes qu'on voit ici, vous devez les mettre en haut à gauche, et à droite vous avez des blocs qu'il faut mettre sur les différents losanges. Christopho est un féru d'énigmes en tout genre, et ce jeu-là il l'a vraiment adoré. Et donc en fait il vient un peu mettre du voxel dans Zelda. Donc en fait, voilà. Bon ça j'en parlerai peut-être après. Si ça vous intéresse à ce niveau-là, on a fait un précédent stream dans Comment parler Fanny, où le début des jeux est consultable. En fait, on a testé ensemble le début de 2 jeux, dont un parodique créé par la team de Solarus. Je vais venir après à la question de en quoi ces blocs sont des prises particulières pour le goût des amateurs, mais peut-être qu'on peut, si Fanny est ok, refaire peut-être une série de questions si jamais il y a des questions. Fanny, je t'entends pas, je sais pas. Ah, Je viens juste de rallumer le micro, non? Rebonjour. Tu m'entends maintenant? Ouais, je t'entends. Ça va. Mais non, il n'y a pas eu de nouvelles questions depuis tout à l'heure. Mis à part celle d'Alexis, c'est plutôt qu'il partageait un retour d'expérience par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que lui, il faisait un parallèle aussi entre la création de jeux et la création de musique en amateur. Ouais. Et que il considérait même le fait de composer comme un acte thérapeutique. Ok, ouais. Mais donc c'était plus lié à ce ça va dans le même sens de ce qu'on disait avant, effectivement. Moi j'avais un exemple à partager, mais que je crois que je t'avais déjà dit, mais pour revenir sur ton explication du concept de prise et du fait que souvent les amateurs utilisent comme prise pour la création des tout petits éléments de jeu vraiment très précis. Et comme prise pour développer leur goût de manière générale. Que mon compagnon Damien, il considère qu'un jeu n'est un jeu qu'on peut sauter dedans.
C'est Ouais. vraiment un critère définitoire pour lui. Parfois, je lui montre un jeu et il me dit oui, mais on ne peut pas sauter, donc c'est pas un jeu. Mais je trouve que ça Ouais. illustre bien le fait qu'effectivement, les plaisirs de jeu, souvent, ils sont liés à des détails qui sont parfois même un peu difficiles à formuler. Ouais. Et d'ailleurs, en te réécoutant expliquer que Christopho et les amateurs de manière générale dissèquent de manière très fine le fonctionnement des jeux, euh, parce que à travers la création finalement, parce que le fait de formaliser ce qu'ils aiment dans les jeux, c'est déjà une phase d'analyse finalement. Euh, je me disais que effectivement, c'est presque une attitude de critique artistique aussi, Ouais. le fait de réussir à formaliser ce qu'on aime dans un jeu, Ouais. c'est déjà de l'analyse assez fine. Et d'ailleurs, c'est parfois assez difficile de mettre le doigt sur exactement le détail qui a fait que là, on a joué ou là, on n'a pas joué. Ouais. Ce jeu-là nous plaît, ce jeu-là ne nous plaît pas. Et je me demandais d'ailleurs si ça s'apprenait finalement, cette capacité à formaliser ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. D'abord, petite précision, il y a aussi des gens par exemple qui font de l'analyse de jeu sans en créer, quoi, et qui font de l'analyse aussi ultra poussée comme ça, et je pense qu'il y a en partie. Et d'ailleurs, dans les amateurs que j'ai interrogés, il y en a aussi toute une série qui ont des blogs d'analyse de jeu. Donc ils font aussi des fois des sessions d'analyse très fines, sans exactement passer par la case création spécifiquement. Donc oui, avec à mon avis notamment cette question de j'ai un extrait d'entretien comme ça d'un informateur qui m'explique que quand il écrit un billet de blog, c'est parce qu'il est en train de jouer à un jeu et que d'un coup il me dit euh, il y a comme un flash, mes mains s'arrêtent, j'ai pas ressenti ce que j'étais censé ressentir. Donc c'est presque du Antoine Aignan dans le texte, quoi. Et donc il y a cette et donc et après il faut que j'analyse pourquoi est-ce que j'ai pas ressenti ça, d'où ça vient, quel est l'élément qui a fait que, quoi. Mhm. Est-ce que ça s'apprend? Oui, sans aucun doute. Les amateurs que j'ai interrogés, souvent ils ont commencé très jeunes, vers 12-13 ans. Donc on peut se douter que ils ont pas toujours, surtout des fois ils ont même commencé encore plus tôt. Donc des fois ils se sont juste ils ont juste ouvert par exemple RPG Maker, puis ils ont essayé de faire des trucs dedans, puis voilà, ils voient ce qui se passe. Et puis je pense que c'est sûr, quoi, que quelqu'un qui crée des jeux depuis 15 ans, même sans vouloir apprendre, il a appris, il a acquis un regard, une culture, un savoir-prendre important, quoi. Mhm. Oui, mais je trouve ça impressionnant, en fait, Le niveau ça de... de réflexivité, oui, ça demande vraiment des compétences Ouais. d'analyse assez poussées. En Donc, je dis fait, ça aussi même pour les étudiants qui nous regardent, que déjà s'interroger en jouant sur ce qui fait qu'on a l'impression de jouer ou pas, ce qui fait qu'on aime un jeu ou pas, ouais, c'est le premier pas, finalement, vers le fait de réussir à produire une analyse de jeu. ouais. Avec un petit conseil qui est de réussir à mettre de côté complètement les questions de bon goût et de mauvais goût, quoi. Mhm. Parce que par exemple, il y a des tas de gens qui considèrent qu'ils jouent pas vraiment quand ils jouent à Candy Crush et qui du coup sont bien en fait s'empêchent de réfléchir à qu'est-ce qu'ils aiment dans ce jeu-là. Mhm. Et si j'écoutais certaines mauvaises langues, j'aurais pareil avec Fortnite, alors que j'ai produit un gros travail d'auto-analyse sur Fortnite et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur mes goûts, sur comment le jeu était créé, comment le jeu a été. Qu'est-ce qui m'animait dans le, qu'est-ce qui m'anime dans ce jeu, pourquoi est-ce que j'aime bien ce jeu-là. Mhm. Et N'est-ce donc, pas Boris Kriwicki qui trash talk les Walking Sim dans le voilà. chat? Donc, Voilà. voilà. Il y a une question. Est-ce que le joueur amateur va suivre une trajectoire de jeu? C'est-à-dire que si on a joué à Zelda, d'office, on aimera tel ou tel jeu. Alors,
J'en ai vraiment aucune idée. J'imagine que des gens qui font des études statistiques peut-être arriveraient à montrer des patterns euh, à montrer des patterns réguliers sur peut-être que les gens, je dirais, sur des associations de goût, quoi. Peut-être que si on aime bien Zelda, on aime bien aussi tel autre type de jeu. Bon, mais à côté de ça, par exemple, personnellement, j'ai l'impression d'avoir des goûts assez éclectiques, même si j'ai mes propres limites, dont parle Boris. Je sais pas si tu as des éléments là-dessus, Fanny. Euh, en fait, ça paraîtrait logique aussi quand même que le fait de développer une certaine compétence dans un certain genre de jeu, par exemple, Ouais, facilite le fait d'avoir du goût pour d'autres jeux après. Ça me rappelle un concept, mais qui est plutôt du domaine de la science-fiction, le concept de xéno-encyclopédie, et j'arrive plus à me souvenir du nom de l'autrice, ça me reviendra peut-être. Bref, mais c'est l'idée que quand on lit des romans de science-fiction, en fait, ça demande beaucoup d'investissement au début, parce qu'il faut, il faut apprendre à connaître tout un vocabulaire qui est parfois très compliqué, etc. Mais que plus on en lit, plus on développe sa xéno-encyclopédie. Et ça, c'est une xéno-encyclopédie parce que c'est une encyclopédie d'objets qui n'existent pas, de sabres laser, etc., par exemple. Mais plus on a développé cette encyclopédie-là, plus c'est facile d'aimer des récits de science-fiction par la suite. Donc je dirais que ça, on peut faire peut-être un parallèle ici avec le jeu, que ouais. l'air de rien, jouer à un jeu vidéo, ça demande des compétences cognitives et en termes de réflexes et de manipulation. Oui. Donc, par exemple, moi, c'est très difficile pour moi d'aimer un FPS compétitif parce que je suis nulle, tout simplement. Peut-être que si j'avais développé des compétences techniques dans ce domaine-là, je pourrais développer un goût dans ce genre, mais voilà, ça répond un peu par le côté à la question de Nanny Croche. Très beau pseudo d'ailleurs, par, Ouais. par ailleurs. Excuse-moi Fanny, j'avais oublié de remettre ta webcam plus tôt. Ah oui, Donc, je vais attendre peut-être. J'ai demandé peut-être à Sideren de préciser avec sa question. Je précise juste que je vais répondre à la question d'Alexis et ensuite je vais prendre une minute pour aller aux toilettes et je reviendrai ensuite et je te laisserai peut-être pendant ce temps-là si les gens ont d'autres questions y répondre en m'attendant. Alexis, c'est une bonne question sur les logiciels de création, sur le fait que les gens se considèrent peut-être plus comme étant eux-mêmes un vrai développeur ou non. RPG Maker est par exemple un logiciel particulièrement critiqué euh, pour toutes sortes de mauvaises raisons à mon sens. Et ça a parfois tendance à, je crois, jouer sur les gens qui utilisent eux-mêmes RPG Maker en disant bon, c'est du RPG Maker, c'est pas sérieux, etc. Probablement que les gens qui font du Unity, du C Sharp, du Visual Studio, etc., se considèrent peut-être plus comme techniciens, je veux dire, plus, allez, font vraiment du vrai jeu vidéo, ils font du vrai code, etc. Et peut-être que de l'extérieur, les gens les considèrent plus comme ça. Est-ce qu'il y a des guerres entre les communautés? Il y a une histoire incroyable qu'il faudra écrire un jour sur l'histoire des communautés RPG Maker qui se sont fait la guerre entre elles pendant toutes les années 2000. Mais genre avec des histoires de gens enfin, créer des fausses identités pour rentrer dans une communauté, rentrer dans le staff et puis mettre le site down. On m'a rapporté des cas pareils dans le cas du modding avec des grosses guerres de vraiment des mais là vraiment en fait de la presque du piratage industriel quoi, de la surveillance industrielle avec des communautés qui essayent de se piquer des bouts de code entre eux, etc. Bon, sinon, je saurais pas tellement. Voilà, j'ai quelques éléments comme ça, donc il y a des éléments qui existent, mais je saurais pas plus préciser. Je reviens dans une seconde et je te laisse gérer, Fanny.
Meublé. Non, mais je vais répondre aux autres questions qui ont été posées entre-temps. Sideron, donc tu dis, je ne vois pas trop quel jeu ressemble suffisamment à Zelda pour qu'on les aime si on a aimé Zelda. Euh, alors, bah, peut-être que les fans, comment dire, les fans spécifiques à Zelda, fidèles particulièrement à cette licence-là, justement, se tournent vers la création de jeux vidéo amateurs, combler le manque de jeux qui y ressembleraient de manière extrêmement stricte. Les communautés dont Pierre-Yves est en train de parler sont extrêmement prolifiques, hein. On peut trouver vraiment des centaines et des centaines de jeux qui sont des variations sur des jeux préexistants, alors que ce soit Zelda ou d'autres finalement. Euh, pardon, je viens de lire le commentaire de Boris qui m'a perturbée. Je changerai de chapeau à chaque fois que je réapparaîtrai. J'ai sorti ma plus belle collection pour l'occasion. Mais oui, donc je disais que les communautés d'amateurs étaient extrêmement prolifiques et que les scènes amateurs, c'est justement l'occasion de pouvoir jouer et rejouer inlassablement au même type de jeu qui nous ont donné un certain type de plaisir. Il suffit de voir aussi les ROM hacks de la série Pokémon, par exemple, qui sont mille et une variations, reprenant sans cesse les mêmes motifs de manière ultra fidèle en général. Et alors, vu que tu es revenu, je regarde vite la question de Pixbourg. Jeux et développement de compétences et apprentissage, où en sommes-nous? Je suppose que tu t'interroger justement sur la question de comment le jeu et la création développent des compétences et permettent des apprentissages. Ça, c'est pas vraiment notre spécialité, faut bien l'avouer. Un peu plus Bruno qui est dans le chat. Euh, dans le sens où, pour répondre collectivement, mais j'espère que je trahirai la pensée de personne en disant ça, on est tous tout à fait convaincus du fait que jouer et créer des jeux permet de développer certaines compétences, mais on est tous très peu convaincus par la scène du serious game, donc des jeux qui sont produits explicitement pour développer, pour assister l'enseignement, par exemple. Parce que, euh, comment dire, j'ai peur de me lancer dans un débat qui n'a vraiment rien à voir aujourd'hui, en glissant sur cette Mais peut-être on fera un jour un stream là-dessus. bonne idée. Je pense que ça pourrait être l'objet d'un stream à part entière, effectivement, de Parce réfléchir qu'il à la y a vraiment une très longue question à développer sur est-ce qu'on peut apprendre en jouant? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut jouer en ayant envie d'apprendre? Et est-ce que ce sont pas deux activités qui... Voilà, bon, peut-être qu'il faudra qu'on fasse un stream avec des guests internationaux qu'on aime bien sur la question. très bonne idée. Et du coup, pour répondre à Sideron, un peu comme les fanfics, mais version JV, bah, clairement, les fangames ont beaucoup de points communs. La création de fangames, je veux dire, a beaucoup de points communs avec la création de fanfiction, je pense. Bah, si ce n'est que Pierre-Yves a développé tout à l'heure quelques différences, bah, quelques spécificités de la création d'amateurs en jeux vidéo. Mais comme il le disait, il y a des spécificités de la création de jeux vidéo, mais il y a aussi des points communs à toutes les pratiques de création amateur, finalement. Ouais, et ça me permet peut-être de préciser un truc, c'est qu'aujourd'hui je me concentre sur les fangames, mais en fait il y a vraiment beaucoup de jeux vidéo amateurs qui développent des univers complètement originaux. Et donc qui vont reprendre des codes vidéoludiques de jeux qui sont appréciés, qui vont développer aussi parfois des spécificités, des originalités. Et il faut pas. Voilà, je m'en voudrais d'avoir réduit le jeu vidéo amateur uniquement à ces reprises de fans. Il y a vraiment plein de versions différentes, quoi. Et Lénarf, comme je ne sais toujours pas prononcer ton pseudo, s'interroge sur la dimension plus politique du jeu vidéo amateur. Je ne sais pas si tu comptes en parler plus tard, mais donc sur le fait que la gratuité, notamment de la scène amateur, peut être vue comme une forme de révolte contre les éditeurs, puisque le jeu appartient à la communauté et non pas à un éditeur. Euh, donc ça Euh, rend
remet en cause la propriété Ouais. commerciale. Je pense qu'il y a dans le jeu vidéo amateur, de ce que j'ai pu observer, il y a un amour de la gratuité, un amour du... Il y a une éthique du partage et de la gratuité. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit politique au sens de stratégiquement réfléchi, formalisé, etc. quoi. J'ai été d'ailleurs à moi-même assez surpris de trouver assez peu de, de motivation politique dans le travail des amateurs. Maintenant, le fait que dans leur éthique, ils diffèrent grandement des pratiques commerciales, privées, capitalistes de l'industrie du jeu vidéo a probablement quelque chose de très intéressant, très prometteur et qui mérite réflexion. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais avant de disparaître, je dis tout de même que si vous cherchez des jeux gratuits pour occuper votre confinement, la scène amateur, c'est Ouais. bonne piste à explorer finalement, parce que vous trouverez une montagne de jeux, tous plus intéressants les uns que les autres. On devrait peut-être d'ailleurs transférer des listings de jeux gratuits qui ont un peu popé à droite et à gauche aux inscrits du MOOC et aux inscrits du cours. Bonne idée, ouais, on va essayer de... Faire un petit mail avec 2-3 liens. Bonne idée. Ok, bon, je sais pas si on aura le temps de faire la partie créative après, quoi, on verra bien. Hein, Fadi, on verra bien. Oui, tout à fait. Cool. Alors, On expérimente aussi. je Je reprends. redisparais. Je te refais disparaître. À vous les studios. Ok. Boris, tu peux mettre le lien de confinement si tu le retrouves, c'est gentil. Puisqu'on fait ma pub. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, voilà. Donc, on va essayer maintenant de remettre un peu tous les éléments que j'ai avancés dans ce cours ensemble, en repartant d'une question qui peut paraître évidente. De quoi est-ce qu'on parle vraiment quand on désigne les blocs à pousser comme le font mes informateurs, ou quand on désigne... Alors là c'est le bloc à pousser, hein, mais faites un effort d'imagination, ça pourrait être n'importe quel autre élément de jeu vidéo. Ça peut être le grappin, ça peut être le baril rouge dans les FPS. N'hésitez pas à proposer vos propres éléments de jeu dans le chat. En fait, il s'agit d'un assemblage, quand on y regarde bien, quand on fait l'analyse comme le font les amateurs. Qu'est-ce que c'est un bloc à pousser? C'est un assemblage composite d'éléments de différentes natures. De nature graphique, avec des images et des animations, de nature sonore, avec des sons qui sont associés au mouvement, et des mécaniques, c'est-à-dire des modalités d'interaction entre le bloc et le joueur, ainsi qu'entre le bloc et les autres éléments de jeu. Les mécaniques existent sous deux formes matérielles différentes qui forment les deux faces d'une même pièce. D'une part, elles sont programmées par les créateurs de jeux et donc elles sont accessibles quelque part sous forme de lignes de programmation qui sont généralement cachées aux yeux du joueur. Deuxièmement, d'autre part, elles sont aussi lisibles depuis le jeu lui-même à condition d'effectuer un travail de mise en lumière dont on parlait avec Fanny à l'instant. À force d'expérimentation, de recherche, de réflexion, un joueur peut lister le fonctionnement d'un objet. L'amateur-créateur, qui se distingue par une lecture affinée ou raffinée, liste donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les plis et les repères d'un objet, les plis qui se distinguent lors de son corps à corps avec le bloc à pousser. Tiens, il faut un certain temps avant que le bloc ne se pousse réellement quand j'appuie sur le bouton, mais aussi des repères. Tiens, souvent le bloc à pousser est utilisé pour problématiser le rapport à l'espace ou pour des différentes énigmes, et il les prend ensemble pour éprouver son goût en se demandant, tiens, quels usages du bloc à pousser m'intéressent, comment est-ce que je vais reprendre des éléments qui m'intéressent, comment je vais en créer de nouveaux. Alors ces éléments de jeu, des éléments minimaux de jeu, par inspiration linguistique, j'ai décidé de les appeler des ludem, un objet minimal de jeu.
et montrer en fait qu'il s'agit et un élément minimal de jeu, mais un élément minimal d'écriture et de conception du jeu. Alors, la notion de l'UDEM a déjà été utilisée dans différents domaines. Les étudiants inscrits au cours ont eu l'honneur, la joie et le plaisir de voir Damien Hansen nous en parler. Ceux qui ne l'auraient pas fait, ceux qui n'ont pas eu cette chance, peuvent consulter 2 ressources que je recommande chaudement. D'abord, son mémoire de master de linguistique sur le LUDEM, dans laquelle il reprend un peu ma proposition de l'UDEM, mais il la systématise depuis un point de vue de linguistique. Et puis à gauche, c'est une vidéo qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de l'Unil Game Lab, qu'on salue chaleureusement, où Damien intervient ici aussi. Il résume et donne différentes pistes de son mémoire. Ça dure 20 minutes, donc ça peut être une bonne manière de commencer le sujet si jamais vous voulez aller plus loin. Je ne vais pas refaire l'historique des utilisations du terme de l'UDEM. Simplement, je précise principalement pour les étudiants inscrits au cours que le terme et la notion de l'UDEM sont ici utilisés depuis 2 ancrages disciplinaires et épistémologiques assez différents par Damien et moi-même, même si on se rejoint évidemment et qu'on compte bien continuer de travailler ensemble sur cette question. D'abord, donc en fait comme Damien, je le disais, il a un point de vue de linguiste, et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'étudier une définition des LUDEM depuis vraiment l'extérieur, en montrant comment est-ce qu'on peut réussir à avoir une définition de ce qu'est un LUDEM de manière extérieure à la pratique, de manière objectivable et systématisable. Essayer de mettre en place un langage du jeu vidéo. Comment est-ce qu'on pourrait faire un langage du jeu vidéo à base de blocs, de murs, de coffres, de flèches, tapis roulants, etc. Et donc il s'attache à être très précis sur le plan de cette définition formelle finalement. Mon point de vue, c'est plus un point de vue qui est issu de la socio-pragmatique, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la définition objectivable, c'est la définition telle qu'elle est produite par la pratique de mes informateurs, c'est-à-dire comment est-ce que mes informateurs décident qu'un élément constitue une unité minimale du jeu. Le bloc à pousser, c'est eux qui me disent le bloc à pousser c'est une unité du jeu, enfin ils me le disent pas comme ça, mais ils n'ont pas besoin, ils me parlent du bloc à pousser comme étant un élément du jeu avec lequel ils peuvent jouer, qu'ils peuvent recréer, etc. Donc voilà pour cette précision sur la question des LUDEM, qui à mon avis, les LUDEM constituent, je vous le disais en début de cours, la prise principale des créateurs amateurs sur leur goût. C'est-à-dire que on peut avoir d'autres niveaux de prise. Par exemple, on peut aimer un genre de jeu, on peut savoir qu'on aime un genre de jeu particulier. On peut savoir qu'on aime un type d'espace, de représentation graphique, ou des choses de manière peut-être plus des assemblages ensemble, peut-être tel type de niveau. J'aime bien le niveau de l'eau dans Alex Kidd, j'aime bien les niveaux de l'eau dans les jeux de plateforme, etc. Mais on peut avoir des prises très précises comme ça, et c'est ce niveau-là. On peut avoir des prises encore plus basses. J'aime bien les représentations graphiques des blocs, j'aime bien le fait que un bloc ça peut être pousser ou pas, donc j'aime bien en fait jouer sur l'incertitude de est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut pousser ou pas. On peut avoir un goût qui s'attache et qui s'accroche à des éléments peut-être plus précis. On en a parlé du délai avant de pousser le bloc, etc. Mais ce niveau intermédiaire du LUDEM, entre à la fois composite d'un ensemble et composant, non je dis l'inverse,
ce niveau intermédiaire, c'est-à-dire à la fois comme étant composé de différents éléments et à la fois comme composant des ensembles plus grands, me semble essentiel à la compréhension de la création. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un jeu vidéo, on commence généralement, et en fait on pense généralement depuis des petits éléments de jeu. Alors ça va me permettre de revenir sur ma question initiale, qui était quelle est la particularité du goût pour le jeu vidéo et quelle est la particularité du goût dans le cas de la création en particulier. D'abord, on l'a dit, les ludèmes sont des unités du jeu et les prendre, les manipuler, les recréer permet de mieux comprendre ces sensations de jeu, le feeling. En cela, le ludème est une prise sur le plaisir du contact avec l'objet jeu. Mais on peut aussi se questionner sur est-ce que les ludèmes, pour les créateurs, constituent des prises sur le plaisir de l'acte de jouer en lui-même. Est-ce que les ludèmes sont des prises pour atteindre le plaisir de jouer au-delà de la manipulation de l'objet jeu? Je fais donc à ce moment-là une petite référence, encore une fois désolé pour les gens qui n'ont pas suivi le cours, à une séance précédente donnée cette fois-ci par Fanny Barnabé sur les différentes définitions du jeu et du jeu vidéo. Comme on l'a vu précédemment, donc, pour Henriot, jouer, c'est toujours décider dans l'incertain. Et la notion d'incertitude est d'ailleurs un des seuls critères, sinon le seul. À mon sens, ça peut être avancé comme le seul, j'ai pas encore trouvé de contre-exemple, d'éléments, de critères de définition du jeu qui semblent donc faire consensus dans la littérature scientifique quand il s'agit de définir ce qu'est ou pas un jeu. On en retrouve des traces chez Galois, chez Huizinga, mais aussi chez Yule, etc. L'incertitude est une caractéristique qu'on peut retrouver dans toutes les formes de jeux que vous connaissez, que ça aille du pile ou face à la belote, aux échecs ou encore à Zelda. C'est une caractéristique structurelle de toutes les formes nommées jeux, comme dirait Henriot. Et pour démontrer l'universalité de cette caractéristique dans toutes les formes de jeux, Henriot il reprend la typologie classique des jeux de Galois, c'est-à-dire que l'incertitude, on en trouve dans les jeux de compétition, l'incertitude de gagner contre un autre, du hasard, l'incertitude de la chance, du destin, l'incertitude du vertige, c'est-à-dire l'incertitude du risque à prendre pour soi-même, et du simulacre, du mimicry, l'incertitude de bien jouer son rôle. Alors, de plus, l'incertitude n'est évidemment pas propre au jeu, et pour distinguer l'incertitude ludique de l'incertitude non ludique, pour Henriot, la réponse se situe chez le joueur. C'est d'ailleurs ce qui en fait un auteur tout à fait pionnier et remarquable. Il faut que lui vienne l'idée du jeu. Donc Henriot s'en remet à une notion de volonté arbitraire et semble buter contre ce qu'il appelle lui-même un a priori ludique. C'est-à-dire qu'en fait, quand il se demande pourquoi est-ce que les joueurs jouent, il bute contre le fait que s'ils jouent, c'est parce qu'ils décident de jouer, mais il refuse de considérer la piste du plaisir. Parce que moi, mes amateurs, s'ils jouent, s'ils créent, s'ils me répondent, c'est parce que ça me fait plaisir, parce que je prends du plaisir. Alors, prendre du plaisir, pour Henriot, ça revient à s'abriter sous l'aile confortable d'un lieu commun. Et donc, il refuse de prendre en considération cette explication. Pour ma part, je propose justement que ce soit le plaisir à gérer une incertitude qui fasse qu'elle devienne ludique. Je propose de faire de l'engagement dans une forme ou une autre d'incertitude le type général du plaisir propre à l'acte de jouer. C'est ce que je résume sous l'idée du principe de double incertitude. On l'a dit, le jeu a toujours objectivement une part d'incertitude, c'est l'incertitude objectivable. Mais, suivant Aignon, il faut aussi dire que le goût lui-même est une activité incertaine. Se faire sentir ne fonctionne pas à chaque fois, ne fonctionne pas à tous les coups. On arrive ou non à se faire sentir un plaisir qu'on a essayé de susciter. On peut être surpris aussi des sensations obtenues en dégustant un vin, un fromage ou un jeu vidéo.
C'est ce que je propose d'appeler le principe de double incertitude. Lorsqu'on joue, on s'engage dans la gestion d'une incertitude pour provoquer des effets de goût qui sont eux-mêmes incertains. Alors, je reviens à mes blocs, avec cette slide trop compliquée. Le bloc à pousser, il ne prend sens au sein d'une scène que parce qu'il participe à la composer. Seul, il n'est pas suffisant pour générer de l'incertitude dans des situations de jeu. Le bloc va devoir entrer en dialogue avec d'autres unités pour qu'émerge entre elles de l'incertitude. Par exemple, une incertitude émerge entre un bloc inamovible, un bloc à pousser, et une porte qui s'ouvre seulement si on a poussé sur le bon bloc. Quand Christoffo agence des blocs à pousser avec d'autres éléments, quand il modifie une composante du bloc pour réaliser des énigmes bien plus difficiles, il remet de l'incertitude dans des situations devenues trop vite épuisables pour les amateurs de Zelda. Lorsqu'il crée des nouveaux agencements entre des blocs et d'autres éléments, il génère d'autres types d'incertitudes. Il joue avec ces blocs pour que, entre les blocs, advienne une incertitude que lui et d'autres à sa suite pourront prendre, selon le terme donc de développer en tant que prise. La manipulation du ludem, on l'a dit, est une prise sur l'objet jeu, et l'association de ludem est une prise sur le plaisir du jeu en acte. Je vais la redire celle-là parce que elle est compliquée. La manipulation du ludem est une prise sur l'objet jeu, et l'association de ludem au pluriel entre eux, c'est une prise sur le plaisir du jeu en acte. J'arrive donc enfin vers mes conclusions, même si j'aurais encore moult bonus à vous proposer. En conclusion, la pratique de la création et de la conception de jeux est une pratique du goût pour mes informateurs. Ici, je l'ai montré avec un fangame, mais on pourrait décliner ça avec des œuvres originales, je vous le disais tout à l'heure. Le ludem, pour comprendre l'activité des amateurs, est pour moi une pierre angulaire. En tant qu'unité à lire ou à écrire, le ludem fait interface entre le jeu et la création. Les unités se comprennent en jouant ou en créant. En cela, la notion de ludem invite à penser comment s'articulent simultanément goût et acte créatif dans chaque geste de l'amateur. Deuxièmement, le ludem est une prise essentielle sur le goût pour l'objet jeu. Et enfin, l'association de ludem est un type d'action centrale pour réussir à faire émerger de l'incertitude, à la renouveler, à la reconfigurer, et donc à travailler son goût pour l'acte de jouer lui-même. Enfin, cette présentation de la création comme un acte de dégustation et cette notion du ludem comme prise centrale sur le goût peut donner une impression d'explication un peu trop totalisante sur l'expérience de l'amateur, et en réalité, il faudrait approfondir au moins 2 idées. Là, je vais avancer juste 2 pistes. D'abord, il faudrait articuler que l'attachement au ludem devrait s'articuler avec l'attachement à d'autres niveaux, donc infra ou supra du ludem. Bon, j'en ai déjà un peu parlé en fait. Et deuxièmement, il faudrait aussi analyser les outils de création dont on a finalement peu parlé, en ce qu'ils favorisent, permettent ou empêchent certains types de prises sur son goût. Mario Maker ne permet par exemple pas de choisir ou d'associer des ludems. RPG Maker permet ceci, mais aussi de modifier des ludems existants ou d'en créer de nouveaux, et ainsi de suite pour des centaines de logiciels de création. Alors Christoffo, il a lui-même créé son propre logiciel de création qui s'appelle le Solarus Engine, qui se trouve en ligne et qui est libre de droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve évidemment dans son logiciel une possibilité de créer de manière très rapide, toute faite, des blocs à pousser. Et jusqu'à la version 1.6, les blocs à pousser ne pouvaient être poussés que 0, une fois ou illimité. Illimité se rapportant en fait à un autre ludem qui est les statues dans Zelda, bon ça je vais passer là-dessus. Et donc on ne pouvait pas choisir 2, 3, 4, 5 fois.
parce que en fait dans son esprit c'était un logiciel de création de Zelda, donc c'était forcément on pouvait le pousser que 0 ou une fois. Et en fait à partir de la version 1.6 je crois, 1 ou 2.6, je crois que c'est 1.6, on peut maintenant choisir une variable différente parce que le logiciel maintenant s'adresse à la enfin, permet la création de jeux d'action RPG, des ARPG à la Zelda, en tout genre, et donc il a voulu donner la possibilité de créer des blocs à pousser qu'on pouvait pousser un nombre défini de fois. Donc c'est vraiment le genre de petits détails sur lesquels on peut vraiment s'accrocher pour montrer que ce qu'on disait tout à l'heure sur vraiment sur l'analyse qui est faite. Hein. Bon, j'ai déjà parlé trop longtemps, je vais pas parler du reste. Non, je vais m'arrêter sur ça parce que je pense que c'est pas mal. Et on va repartir sur des questions, parce qu'il est déjà 18h20. Donc voilà, peut-être simplement pour dire, pour conclure, au niveau des outils, il y a vraiment des outils qui permettent de simplifier vraiment la création et d'autres qui permettent de maîtriser en profondeur ce qu'on est en train de faire. Et les amateurs cherchent le point d'équilibre. Donc ça c'est vraiment une citation qui m'est donnée dans un entretien. Le but c'est de chercher le point d'équilibre entre l'expressivité, en fait la liberté de faire ce qu'on veut, et la facilité de produire des jeux. Et donc à chaque amateur de trouver son ou ses outils de prédilection. Fanny, es-tu parmi nous? Maintenant, oui. Merci. Merci à toi. Je sais pas ce qu'on doit faire parce qu'en fait il est 18h20. On peut prendre des questions, ça c'est sûr. S'il y en a. Après, j'avais prévu que, parce qu'on était censé finir il y a genre 50 minutes, j'avais prévu une heure d'initiation à la création de Construct 3. Mais à mon avis, soit je la fais en accéléré, je montre un peu l'outil aux gens qui veulent, puis il reste qui veut. Peut-être qu'on peut demander au chat, en fait, simplement, s'il y a des gens qui sont intéressés par une petite initiation à un logiciel que vous pouvez ouvrir depuis un navigateur gratuitement chez vous. Je pense que c'est la bonne chose à faire, effectivement. Reprendre quelques questions, éventuellement, si vous en avez. Je crois qu'il y a des créateurs amateurs dans le chat, donc si vous voulez partager une expérience, dire si ce que Pierre va expliquer résonnait avec votre pratique, ou au contraire s'il y a des points avec lesquels vous n'étiez pas d'accord. Nanny Croche serait intéressée par un tuto Construct, mais à court dans 10 minutes. Il y a visiblement des intéressés. Donc on peut, je pense, poursuivre par après la petite séance de questions avec le point. Mais ce qu'on pourrait éventuellement envisager, c'est de refaire un autre stream là-dessus un autre jour pour celles et ceux qui n'auront pas pu rester. En tout cas, pour les étudiants et étudiantes officiellement inscrits, vous êtes libres, évidemment, de partir si vous avez d'autres cours, évidemment, ou si vous avez autre chose à faire. Mais oui, effectivement, sinon les gens pourront regarder le replay. Puisque comme on l'a dit, le stream d'aujourd'hui et tous les streams de manière générale seront de toute façon rediffusés sur notre chaîne YouTube en vidéo à la demande. Pour les étudiantes et les étudiants, en plus de l'Université de Liège, vous aurez l'enregistrement du stream dans l'onglet podcast sur MyULG, donc vous pourrez le télécharger là-bas. Aussi pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir.
Voilà, voilà. Sinon, pour les petites... Donc, si vous avez des questions, par contre, c'est toujours le moment de les poser. Je pense Il y avait... on va procéder comme ça, c'est-à-dire, on va regarder, je laisse 30 secondes pour voir s'il y a des questions qui sont posées, et puis du coup on en parle, on peut prendre quelques minutes pour en parler. Et après, je ferai une micro-pause, le temps d'aller me rechercher de l'eau, et j'indiquerai comment faire quelques manipulations en attendant pendant que je revienne. Ok, ok. Funk92 a une question. Est-ce qu'il y a des différences entre les créateurs amateurs dont tu as parlé et un développeur professionnel dans un gros studio style Ubisoft? Euh, Je suppose que la question pose sur est-ce qu'il y a une différence dans le rapport ou dans la manière de développer son jeu à travers la création, Ouais, etc. Et est-ce que c'est possible d'avoir ce rapport amateur au jeu et à la création de jeux dans un gros ouais. studio? Donc c'est... Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que je donnais une conférence en novembre dernier à Strasbourg. En fait, je donnais à peu près cette conférence-là à Strasbourg en novembre dernier, je pense. Ouais. Et une des premières questions, ça a été quelqu'un qui me disait mais est-ce que vous avez fait des comparaisons avec des professionnels? Parce que quand on est professionnel, on ressent la même chose. Alors je lui dis vous êtes professionnel vous-même? Et donc il me dit oui. Je dis bon, bah. Donc si vous le vivez, c'est que c'est bien possible. Et puis ensuite, après, pendant la pause, j'ai pu en discuter un peu plus longuement avec lui. Il s'avère que il est professionnel, mais dans un studio indépendant où ils sont deux. Et alors, comble du hasard, c'est quelqu'un qui était en train de créer un jeu sur des blocs à pousser. Donc c'était vraiment complètement... bon, la personne a pu se projeter dans la situation. Après, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus tôt, quelqu'un... Je pense que chez Ubisoft, il y a toutes sortes de positions, de rôles et de conditions de travail. Est-ce que quelqu'un qui fait des épées toute la journée alors que à la base c'est pas ça qu'il voulait faire va développer autant son plaisir? J'en suis pas sûr. Maintenant j'ai l'impression que le chef de projet ou le game designer qui va avoir l'équipe un peu sous ses ordres et donc va pouvoir un peu l'amener à faire ce qu'il souhaite, va peut-être ressentir certaines fois une forme de plaisir similaire à ce que j'ai présenté. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait croiser ça avec une analyse des rapports de force. Et voilà. Ouais, pour compléter, Chloé Faber, c'est une anthropologue qui a fait sa thèse, enfin qui pour sa thèse a observé la création dans un milieu de développement de jeux en Corée. Et une des choses qui l'a frappée quand elle a étudié le fonctionnement de ce studio-là, c'était que le studio produisait un jeu qui avait énormément de succès, mais par contre, les personnes qui travaillaient pour ce studio-là détestaient leur jeu, en fait. Et ne prenaient vraiment pas de plaisir à créer ce jeu-là. Mais ils avaient tous des projets amateurs sur le côté qui leur permettaient de survivre un peu à la situation finalement et d'exercer leur créativité. Alors même qu'ils étaient impliqués dans un jeu dont on aurait pu croire qu'ils appréciaient le créer, vu que c'était un jeu qui fonctionnait plutôt bien en fait. Donc voilà, c'était juste pour appuyer ce que tu viens de dire. Sinon, il y a Bruno qui partage aussi son expérience en disant que en créant des jeux vidéo avec des publics jeunes dans le socioculturel, le fait de partir de mini-défis de jeux style je veux un champignon qui fasse exploser le perso, c'est vraiment une approche typique quand quelqu'un utilise un logiciel de création la première fois. Ouais. Ouais, c'est aussi quelque chose clairement que je disais tout à l'heure que j'ai vraiment pu observer aussi en atelier. Euh, et je pense que ça... Après, je pense que ça perdure quoi. C'est-à-dire que chez les amateurs, même quand ils ont quand ils ont l'habitude de créer plusieurs jeux depuis des fois plusieurs années, etc. Bon, en réalité, hey, salut Romain. Euh, Salut. ouais. On disait tout à l'heure qu'il fallait qu'on invite des guests internationaux pour faire un stream sur l'apprentissage et jeux vidéo, tu vois. Donc,
Te voici, tu as popé. Bon, on t'invitera de manière plus formelle. Euh, et moins publique. Tu pourras nous dire non en toute... en secret. Non mais donc qu'est-ce que je disais ouais, c'est une approche qui continue en fait quand on crée des jeux depuis longtemps. Il y a aussi par exemple, je suis allé rechercher dans les paratextes des différents game engine, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc tout à l'heure on va le voir avec Construct, mais dans Construct on commence par créer des images et des objets de jeu. Dans Unity, sur le site internet, à un moment donné, ils expliquent que le game object, c'est vraiment la base de la création de n'importe quel type de jeu. Donc eux-mêmes avaient tendance à montrer que voilà, en fait quand on crée un jeu, tu crées des blocs, pas au sens de blocs à pousser ici, mais des éléments de jeu que tu peux associer les uns avec les autres, et c'est comme ça que tu crées le jeu au final. Faut me dire de m'arrêter de parler quand ma phrase tourne en rond. Est-ce que vous avez d'autres questions, interventions, partages? Sinon, en fait, on pourra toujours les lire par après pendant le tuto final. Ouais. Je sais pas si on entend des cris bizarres chez moi. Si c'est le cas, c'est ma petite fille qui est en train de kiffer la panade. On l'entend, mais c'est très faible, donc t'inquiète. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais mettre l'écran de pause qui indique en réalité la marche à suivre pour se rendre sur Construct 3 et lancer votre propre projet. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah non, c'est pas du tout là, c'est là. Hop, voilà, j'ai mis ça comme ça, j'ai mis une slide. J'espère que c'est bien lisible. Vous avez plusieurs étapes. Il faut aller sur construct.net.fr. Vous avez plusieurs écrans qui s'affichent. À chaque fois, je vous dis où cliquer. Ici en bas, ici, ici, là. Vous mettez un nom de projet, vous mettez créer, et après, normalement, vous arrivez à ce résultat-là. Moi, pendant ce temps-là, je fais une pause de 3 minutes. Comme ça, je vous laisse le temps de faire ces opérations chez vous. Et s'il y a besoin d'aide, je vous aide. Oui, Fanny? Et juste au cas où les étudiants partent, j'aurais peut-être dû le dire tout de suite, je rappelle donc que, mais pour tout le monde de manière générale de toute façon, que la semaine prochaine, donc on donnera une autre séance de cours entre 16h30 et 18h30. Elle sera donnée par Bruno Dupont. Il parlera des rapports entre jeux vidéo et littérature, et peut-être même art numérique, si on est chanceux. Et donc, mais je vous le renverrai par mail, les étudiants. Vous devez donc, pour la semaine prochaine, avoir regardé le de Bruno sur les rapports entre jeux vidéo et autres médias, puisque, comme d'habitude, ta séance sera pensée comme un complément et un prolongement de ce module-là. Et c'est donc un changement de programme par rapport à ce que je vous avais indiqué dans le programme original, que la séance de Colin Cidre est repoussée du coup au 7 mai. Colin et Bruno échangent leurs deux séances. Mais je le répéterai par mail de toute façon pour être sûr que vous avez eu l'info. Et merci Nocturi07. Ouais. Et merci à tous ceux qui ont dit merci de manière générale. Et merci à tous ceux qui sont là. Et merci à tous ceux qui sont là. C'était vraiment chouette, en tout cas, comme première expérience de cours sur Twitch. Ouais. Vous avez été un public parfait. Et on espère que c'était agréable à suivre. Ouais, mais il faut pas hésiter à nous faire des retours d'ailleurs hein, sur. Oui, voilà, j'allais dire pareil, que c'est notre première expérience aussi. Donc, voilà, si vous avez des retours, des conseils ou des avis, on est sincèrement intéressés de les avoir. À tout de suite. À tout de suite. Excuse-moi de te couper. Il faut vraiment que j'y aille 3 minutes. Oui, à tout de suite. Tout de suite.